Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour, bienvenue. Nous sommes le 21 janvier 2025 et nous continuons nos épisodes de Psychanalyse pour tous. Psychanalyse pour tous, donc un espace de diffusion de la discipline psychanalytique, de la théorie psychanalytique, de ses bienfaits et de ses multiples effets dans la vie des sujets. Donc, je m'appelle Clémence Lonis, je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero à Madrid. Et je travaille pour tous ceux qui le désirent, je travaille en ligne, quel que soit votre lieu de résidence. Donc, bien le bonsoir. Donc le titre que nous avons choisi aujourd'hui, grâce à vous, puisque c'est vous qui m'avez, on va dire, attendez, je regardais, Olivier, bonsoir, hop, hop, hop. Olivier, bonsoir, et alors attendez, je vais devoir me connecter parce que sinon je ne vais pas bien voir, Fetty, bonsoir, Marlène, bonsoir, et alors attendez, on va regarder si ici je peux avoir, donc Michel, bonsoir, et bonsoir à tous. Donc le titre pour aujourd'hui que vous m'avez soufflé, c'est fin d'analyse. Fin d'analyse, un sujet, donc on va voir si c'est intéressant ou pas, on verra bien. Hein, a priori, il y en a qui sont intéressés par l'idée. Après, on va voir si on va réussir à faire de cette idée quelque chose d'intéressant. Alors, attendez, je vais essayer de mettre tout ça sur quelque chose. J'arrive pas à mettre tout ça pour que je puisse avoir tout sous les yeux. Donc, quand on parle de la fin d'une analyse, premièrement, c'est quelque chose que tout le monde en aurait envie, d'une certaine façon, parce que faire terminer une psychanalyse ou pouvoir dire je suis arrivé à la fin de mon analyse, c'est ouf, je n'ai plus besoin de cette écoute, je n'ai plus besoin de, je peux me débrouiller tout seul, non? Et ça, c'est un fantasme, on va dire un fantasme de nombreux patients. Alors bien sûr, il faut être patient pour pouvoir avoir ce fantasme-là. Nathalie, bonsoir, c'est-à-dire de pouvoir dire « je n'ai plus besoin de mon psychanalyste ». Super. Hein, peut-être que c'est pour ça qu'il y avait ce sujet qui a été, qui a été demandé à plusieurs reprises. C'est parce qu'on se dit bah, « alors quand est-ce que je vais pouvoir enfin terminer ce travail que je fais régulièrement ». Alors, on va dire, quand on parle de fin d'une psychanalyse, on va dire, alors qu'est-ce que c'est la fin d'une psychanalyse? Christiane, bonsoir. Alors, la fin d'une psychanalyse, ben, c'est très simple. C'est, comme dit Freud, quand un patient cesse d'aller voir son psychanalyste et que le pacte s'interrompt. C'est-à-dire qu'il y a une rupture du pacte. Et donc ça s'appelle la fin d'analyse d'un tel ou de truc machin, truc bidule. D'accord? Donc ça c'est la première chose. Alors il y a tout type de durée de psychanalyse. Hein. Comme vous le savez, il y a des gens qui ne prennent qu'une séance. Il y en a d'autres qui résistent un mois. Annick, bonsoir. Et il y en a qui vont faire le voyage de ce que c'est avoir une psychanalyse, c'est-à-dire d'avancer un petit peu dans le flou, parce qu'on ne sait pas exactement là où ça va nous mener, ni ce qui va nous arriver. Et donc au départ, on vient parce que on a un petit problème, parce que on a l'impression qu'on boite de ce côté-là, parce qu'on devrait faire ça mieux, etc. Et puis petit à petit, on transforme un petit peu notre situation et on va commencer à s'intéresser surtout à d'autres aspects de
de notre humain, de cet humain que nous sommes. On va commencer à s'intéresser à d'autres choses qu'à ces petites choses qui clochent, non? Néléa, bonsoir, non? Et Biba, bonsoir. Nadine, bonsoir. Marie-Laure, bonsoir, non? C'est-à-dire que nous avons des petites choses qui clochent et qu'on aimerait bien pouvoir arranger. Et puis après, il y a plein d'autres choses. Et en général, en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand on va s'occuper d'autre chose que de ce qui, a priori, nous a amené à demander les services d'un psychanalyse. Alessandra, bonsoir. Marilyn, bonsoir. Que justement, nous allons avoir la possibilité de modifier notre attitude, non? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je souffre de maux de tête et que je vais donc à ma psychanalyse pour lui expliquer quand est-ce que je souffre, quand est-ce que je ne souffre pas, quand est-ce que ça commence, dans quelle situation, etc. Sinon que c'est quand du coup je veux parler de choses qui n'ont rien à voir avec les maux de tête et tout d'un coup, au bout de 3 mois, je sais plus ce que c'est qu'un mot de tête. Non? Par exemple, Fériel, bonsoir. Alors, n'oublions pas notre sujet du jour, la fin d'analyse, la fin d'une analyse. Alors Freud va dire que, évidemment, il va écrire un grand texte, non, ce texte important qui s'appelle « Analyse terminable ou interminable », où il va faire référence justement aux grandes résistances et aux grands obstacles qui vont avoir lieu tout au long du travail analytique et qui, pour peut-être, à la fin, arriver à ce qu'on va appeler la fin naturelle d'une analyse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la fin naturelle d'une analyse? Naturelle dans le sens d'un travail, parce qu'on va dire que, Sabrina, bonsoir, il faut naturel, ça vient naturellement au fur et à mesure d'un travail régulier. Grâce à un travail régulier, on peut, c'est pas que ça vienne de la nature, sinon que ça vient naturellement grâce au travail. Et Freud va nous parler que le premier obstacle qui va surgir dans pratiquement toutes les analyses, c'est le désir de vouloir raccourcir, de vouloir diminuer la durée d'un travail analytique. Et Freud donc va nous dire que les premiers, c'est la fin de l'analyse, c'est la réussite d'un transfert. Je ne sais pas qu'il y a une réussite d'un transfert, je ne savais pas. Le transfert, c'est un concept. Et en tant que tel, non, c'est pas quelque chose qui se réussit ou qui ne se réussit pas, c'est un concept théorique qui va mettre en relation, et simplement à l'intérieur du concept, Rachid bonsoir, Annie bonsoir, donc qui va établir, c'est le terrain d'action. Le transfert, c'est le terrain de forces psychiques qui vont avoir lieu dans le travail analytique. Peut-on faire cesser le transfert pour préparer une fin d'analyse? Cesser le transfert pour préparer une fin d'analyse. Sarah, bonsoir. Merci. Bonne année à vous aussi. Alors, je ne crois pas que personne n'ait le pouvoir de faire cesser le transfert. Non, le transfert, c'est pas quelque chose qui... C'est quelque chose, Françoise, bonsoir. En général, le transfert, c'est quelque chose qui va s'interrompre avec l'interruption du travail analytique. On va interrompre son travail analytique et le transfert va s'arrêter aussi. Donc, ce sont des choses qui vont... mais de toute façon, je dis ça, mais après, ça dépend, dans tous les cas, du patient, parce qu'il y a des patients qui vont arrêter leur... la fin de l'analyse est toujours décidée par le patient ou pas. Toujours, ça n'existe pas. D'accord? Donc, dans chaque cas, il y aura quelque chose, mais disons que normalement, un psychanalyste ne va pas dire au patient, maintenant vous avez fini votre travail analytique. Dans le sens où c'est un travail qui est infini, c'est un travail qui n'a pas de fin. Après, on va dire qu'il n'a pas de fin. Mais Freud, dans le texte de Analyse terminable ou interminable, il va dire qu'il est exigé aux psychanalystes d'avoir une psychanalyse interminable. C'est-à-dire le psychanalyste, pour pouvoir exercer comme psychanalyste, est dans l'obligation de continuer à se psychanalyser toute sa vie. Ça fait partie du travail du psychanalyste.
D'accord? Donc ça, c'est une obligation. Quant aux autres patients, hein, c'est une décision du patient. Marie-Thérèse, bonjour, bonsoir. Bon, c'est une décision du patient, dans le sens où un psychanalyste, je n'imagine pas un psychanalyste dire « Kamal, bonsoir », un psychanalyste dire maintenant vous avez fini votre travail analytique hein, », sinon que c'est une décision du patient. Et Théa, bonsoir. Alors, Freud, quand il va parler de ce désir de vouloir raccourcir le travail analytique, il va dire que les premiers qui ont désiré diminuer la durée d'un travail analytique, c'était ses propres disciples. Otto Rank, par exemple. Sally, bonsoir. Donc, par exemple. Et donc, ça c'était le désir de vouloir réduire le temps d'une analyse. Et il va parler de différents obstacles de réduire le travail analytique. Il va dire que c'est quelque chose qui n'est pas possible. Hein, que ce n'est pas possible dans le sens où pour chacun d'entre nous, bonsoir Carlos, pour chacun d'entre nous, le travail analytique, il va avoir, c'est pas qu'il va y avoir une durée, parce qu'en fait il n'y a pas de durée dans le sens où il n'y a pas un aboutissement, on va dire ça y est, vous êtes libéré, on va dire que vous savez que dans le travail analytique, ce qui va se faire ou qu'on peut penser au niveau théorique, c'est que le moi qui est le gérant, on va dire, de l'appareil psychique, dans le sens où il doit satisfaire les demandes de la réalité, les demandes du surmoi, les demandes du ça, et que le moi doit gérer tous ces fronts en même temps, donc pour maintenir la cohérence d'un système psychique. Bonsoir Valérie. Rachid, Madame Lacan a précisé cette notion de transfert dans ses séminaires. Est-ce que ça frustre l'analyse quand l'analysant met fin à l'analyse? Virginie, bonsoir Clémence, bonsoir tout le monde. Désolée, je n'ai pas la thématique du jour. Donc bonsoir Céline, on a dit que c'était fin d'analyse. Alors qui est-ce qui disait que... Alors j'ai perdu le truc, qui est-ce qui disait... Ah, et... écoutez, c'est une décision du patient, de la même façon que quand le patient... la fin de l'analyse, non, quand le patient vient solliciter les services du psychanalyste et après il va utiliser, comme il va rentrer dans le magasin pour acheter quelque chose et il va acheter ce qui lui plaît ou il va rien acheter, ou donc le sujet est libre de le moi est-il souvent perturbé. Et donc le moi peut être effectivement souvent perturbé. Et le travail analytique, ça va être donc de pouvoir permettre au moi de répondre aux différentes exigences des différentes instances de l'appareil psychique et que tout le monde soit content, on va dire. Donc tout le monde soit content. Ou pour le dire d'une manière un petit peu plus jolie, on va dire, et que la psychanalyse, en fait, on dit que l'homme psychanalysé, la femme psychanalysée, apprend à domestiquer l'instinct. C'est-à-dire qu'elle ne se non, quand on dit que on ne se laisse pas guider par ce qui me plaît ou qui ne me plaît pas, sinon que je suis guidée par ce qui me convient. Et non seulement, et ce qui me convient, c'est ce que je dois apprendre à voir qui me convient. Bon, parce que ça aussi c'est un apprentissage, je ne sais pas au départ qu'est-ce qui me convient, à droite, à gauche, ben, je ne sais pas. Donc c'est aussi un apprentissage. Donc la psychanalyse ne va pas bien évidemment supprimer l'instinct, ni la pulsion, ni l'instinct du désir, sinon elle va permettre au sujet de pouvoir le domestiquer. Le domestiquer, ça ne veut pas dire l'avoir sous ses ordres, bien évidemment, on va dire la gale bonsoir, sinon que l'intégrer, ce désir, on va dire, il va l'intégrer à l'harmonie du moi pour permettre qu'il soit accessible aux influences de toutes les autres sollicitudes des différentes instances. Donc, et qui va cesser, qui va permettre au moi de cesser de chercher une satisfaction, c'est-à-dire que la satisfaction du surmoi, la satisfaction du ça, la satisfaction de la réalité, sinon de pouvoir, non pas une satisfaction partielle, sinon, ou des chemins indépendants sur les différentes satisfactions, sinon une satisfaction, on va dire, globale, qui répond à tout. D'après Freud, le moi n'est pas maître dans sa demeure.
Exactement, Hakim. L'analyse permet de domestiquer ces symptômes. Domestiquer ces symptômes, Olivier, j'ai jamais entendu parler de ça. Et quitter le fantasme originaire, Rachid. Ben alors, vous avez, est-ce que le patient ressent que son analyse prend fin? Alors, ce n'est pas de l'ordre du sentir, non? Ce n'est pas de l'ordre de quelque chose, parce que si je sens encore quelque chose, c'est que j'ai encore besoin de me psychanalyser. Hein? C'est que si c'est je sens que ceci ou que je sens que cela, c'est parce que je n'ai pas encore pris une distance sur mes sentiments. Parce que la psychanalyse, ce qu'elle va permettre, c'est elle va permettre au sujet de pouvoir mettre une distance sur ses sentiments, de ne plus répondre à la réalité par rapport à ce que je ressens, sinon par rapport à ce qui me convient, je répète. D'accord? Et ça va être important, ce qui me convient. Et qui me convient pourquoi? Ah ben c'est ça qu'il faut apprendre. Gina, bonsoir. Myriam, bonsoir. C'est ça qu'il va falloir apprendre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me convient? De me disputer avec un tel? Qu'est-ce qui me convient? D'avoir une bonne relation avec celui-là? Qu'est-ce qui me convient? Parce que ce n'est pas que ce qui me convient, c'est toujours d'être gentil avec tout le monde, bon avec tout le monde. Ben non, c'est pas ça. Sinon, ce serait facile. Il s'agirait de l'amour toujours. Non, non. Il ne s'agit pas de l'amour toujours. Quels sont les critères d'une fin de cure analytique? Parce que Freud va dire, d'accord, on y va Marie-Thérèse, d'accord. Ce que Freud va dire, c'est qu'il y a la roche. Que dans chaque travail analytique, il y a la roche. Ce qu'on appelle la roche du vivant. La roche du vivant, c'est-à-dire comme si c'était le cœur au niveau anatomique, non? La roche du vivant, c'est la roche du vivant, c'est comme notre cœur au niveau psychique, on pourrait dire, par exemple. Non? Et il va nous dire qu'il y a deux complexes que nous allons devoir travailler dans toute psychanalyse. Et ces deux complexes sont en relation avec ce qu'on appelle le rejet du féminin. Et le rejet du féminin, c'est pour tout le monde. Pour les hommes, pour les femmes, ça n'a rien à voir avec notre anatomie. Le rejet du féminin, c'est quelque chose qui est en relation avec le psychisme. C'est ce qu'on va voir d'une façon théorique, et on parle de la théorie, on ne parle pas de la pratique, on ne s'en va pas dans la vie quotidienne. Non, on parle au niveau théorique, on parle que la femme, on parle d'envie du pénis pour la femme, et pour lui, pour l'homme, on parle de la crainte de perdre le pénis face à d'autres hommes, c'est-à-dire d'être en position féminine face à d'autres hommes. Bon, n'oublions pas que dans la constitution de chacun d'entre nous, nous avons psychiquement quatre positions sexuelles. Mère, père, homme, femme. Alessandra, bonsoir. D'accord? Et que dans la constitution du sujet, de la même façon que nous ne sommes pas arrivés au monde avec un appareil psychique, sinon que cet appareil psychique, il a dû se constituer, de la même façon que cet homme primitif d'il y a des millions d'années n'avait pas d'appareil psychique, que tout s'est fait et s'est constitué petit à petit, de la même façon que le surmoi, c'est une production de la civilisation des êtres humains, ben, il va falloir aussi produire cette position féminine dans chacun d'entre nous. Hein, cette position féminine. C'est ce que Freud va appeler la roche du vivant. Il dit que ça, c'est l'obstacle définitif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, quelque chose qu'on ne peut pas dépasser. Qu'on ne peut pas dépasser. C'est-à-dire qu'on va toujours vivre avec ça, avec ce complexe du rejet de la féminité. C'est-à-dire la menace de castration sur le corps de l'autre. Le corps de l'autre, c'est la mère. D'accord? Et donc, ça, c'est une construction que chacun d'entre nous, c'est quelque chose de théorique. Non? Parce que si on s'en va dans la vie pratique, on va dire, dans la vie pratique, ça, c'est le sujet, effectivement, qui va décider, j'ai plus besoin de ma psychanalyse. Mais au niveau théorique, il y a cette construction qui va être nécessaire, c'est-à-dire, on pourrait dire, par exemple, de la construction d'un être mortel. D'un être mortel. Mais, c'est pour ça que je pense que une psychanalyse, c'est pour toute la vie, dans le sens où cet être mortel que nous devons fabriquer, parce que la majorité d'entre nous, nous vivons comme des immortels,
dans le sens où nous laissons les choses pour faire pour demain, que nous ne savons pas jouir de la vie, que la majorité des gens ne se rendent même pas qu'ils sont vivants, qu'ils sont en train de vivre. Hein. Et Rachid Freud s'est coincé dans la roque de castration. Non, c'est quelque chose de théorique, c'est pas quelque chose qui est arrivé à Freud, non, c'est que la castration, c'est ce qui va nous rendre mortels. Accepter la castration, c'est ce qui va me permettre de devenir mortel. Alors, rappelez-vous, c'est pour ça que je dis qu'une psychanalyse, très certainement, c'est quelque chose à faire pour toute sa vie, dans le sens où, aujourd'hui, je peux être mortel, mais demain, je réagis comme une immortelle. Que ce n'est pas quelque chose, je dis, ça y est, j'ai gagné l'immortalité, ou j'ai gagné, pardon, j'ai gagné la mortalité, parce que ce qu'il faut gagner, c'est la mortalité. Il peut dire, oui, j'ai gagné la mortalité, bravo. Oui, mais face à telle situation, et demain, face à une autre, tout est de nouveau en jeu. Ce n'est pas quelque chose que ça y est, hein, j'ai gagné pour toujours. Ce n'est pas quelque chose. C'est pour ça que la menace de castration, ce n'est pas quelque chose qui appartient ni à l'enfance. Non, quand on parle de la sexualité infantile, c'est pas la sexualité qui appartient aux enfants, c'est la sexualité infantile de chacun d'entre nous. Quand on parle de la position féminine ou de la position masculine, c'est quelque chose qui appartient à chacun d'entre nous. Et c'est quelque chose qui est toujours en jeu, c'est-à-dire que ce sont des positions que nous devons avoir la possibilité d'utiliser psychiquement pour faire face justement à toute analyse sans fin. Alessandra, ok. Et la scène est bonsoir. Et donc, que ce n'est pas quelque chose, c'est pour ça que comme cet appareil psychique est en constante construction, parce que l'appareil psychique, c'est une machine. C'est une machine qui fonctionne. Et si j'arrête de me psychanalyser, ben c'est comme une partie du travail que je cesse de faire. Alors, ce n'est pas quelque chose d'indispensable, non. La majorité des gens vivent sans psychanalyse, donc ce n'est pas quelque chose qui est indispensable. Mais, qu'est-ce qui fait qu'un être humain se croit immortel ? Je ne comprends pas la question, Céline. Ce qui pose problème pour les hommes, c'est l'angoisse de castration. Pour les hommes et pour les femmes, Rachid. Pour les hommes et pour les femmes. C'est l'angoisse de castration. Donc, il faut savoir que ni la mort, ni le sexe ne sont représentés dans l'inconscient. Et que seule la pulsion représente, et seulement partiellement, la courbe de réalisation de la sexualité dans le vivant. Sachant que la présence du sexe dans le vivant est liée à la mort. C'est pourquoi nous avons autant de problèmes avec le sexe, avec les relations génitales, parce qu'elles font référence à notre mortalité. Fin d'analyse peut se faire facilement après disparition des troubles et symptômes pour avoir consulté la psychanalyse. Alors, si l'analyse est éternelle, pour toujours, donc on est toujours névrosé. Non, non, vous n'avez pas besoin d'être névrosé pour aller se psychanalyser. La Tunisie vous salue. Bonsoir. Et ce qui pose problème pour les hommes, c'est l'analyse éternelle. Donc c'est joli, analyse éternelle. Ça c'est joli. Une analyse éternelle, mais ce n'est pas parce que je ne vais pas me psychanalyser parce que je suis névrosée. D'ailleurs, on va dire qu'une fois que je suis en psychanalyse, écoutez bien, Biba, une fois que je suis en psychanalyse, je ne suis plus névrosée. Je suis un patient en psychanalyse. Je deviens un patient en psychanalyse, je ne suis plus un névrosé. D'accord? Bon. C'est quelque chose qui est important, de la même façon que si je dis je suis myope, mais une fois que je mets des lunettes, je ne suis plus myope. Alors ça, c'est une conception. Vous voyez, il y a des gens qui vont dire, mais si, tu es encore myope, parce qu'à la base, tu es myope, que tu as besoin de lunettes. Oui, mais une fois que j'ai des lunettes, je ne suis plus myope. On va dire, c'est comme, on va dire... non, je suis analphabète tant que je n'écris pas, mais une fois que je commence à écrire, je cesse d'être analphabète. Mais tant que je n'écris pas, on va dire, bah oui, non. Donc, c'est-à-dire que il y a des situations, ce sont des lectures, non? Après, chacun utilise la lecture avec les idées qu'il peut, en général, c'est les idées qu'il peut. Parce qu'on ne choisit pas non plus nos idées. Non? C'est-à-dire qu'on se retrouve... Céline, pourquoi? Oui, mais vous devez expliquer. Moi, je suis en train de parler de plein de choses et tout d'un coup, vous dites pourquoi. C'est quoi la différence entre psychanalyse et thérapie d'inspiration analytique? Ça, vous devez aller étudier pour aller savoir, non?
Non, moi je sais ce que c'est qu'une psychanalyse, mais une thérapie d'inspiration psychanalytique, non, si elle était inspirée, ah j'ai senti une petite odeur à la psychanalyse, je vais l'appliquer. Bon, je ne sais pas, pardon. Et non, que je pense que, je ne sais pas ce que c'est. Bref. Donc, Freud il va dire que quand on veut, la névrose ne disparaît pas du jour au lendemain. Mais moi je pense qu'il y a quelque chose où on dit que quand une personne apprend à venir se psychanalyser, elle utilise le divan, ce qu'on appelle le divan, son horaire de séance par semaine, pour déposer sa névrose dans la séance. Et après, il n'a plus besoin d'être névrosé. La névrose, non, est restée dans la séance. C'est pour ça que je dis que pour certains, c'est bien de pouvoir continuer à avoir une psychanalyse pendant des années, dans le sens où je ne viens pas me psychanalyser pour résoudre le problème, je viens pour pouvoir venir me plaindre, critiquer le psychanalyste, ne pas être contente ou faire ce que j'ai envie, ou dire ce que j'ai envie. Mais après, dans la vie, j'ai plus besoin de faire le spectacle d'une névrosée ou d'un névrosé. Je peux vivre comme une personne avec une capacité de travail, une capacité d'aimer, on veut dire, une capacité de substituer quelque chose par une autre chose, et que je n'ai pas besoin de montrer ma névrose à tout le monde, de faire le spectacle de ma névrose. C'est ça une personne qui se psychanalyse. C'est une personne qui n'a plus besoin de faire le spectacle hors de sa séance. Et là, sa séance pour faire le spectacle. C'est là on a le droit d'être névrosé. On a le droit d'être névrosé dans n'importe quelle circonstance, non? Bien évidemment. Et parce qu'il est en analyse, Céline. Il n'est plus névrosé parce qu'il est en analyse, il est en travail, parce qu'il est écouté. Et le patient, il n'écoute pas, et le psychanalyste n'écoute pas le patient comme un névrosé. Il l'écoute comme un sujet psychique, pas comme un malade. D'accord? Ni comme un névrosé, ni comme un psychotique. C'est pour ça que le diagnostic, non, c'est mettre cette étiquette, non, dont certains ont besoin, mais que pour le psychanalyste, ce n'est pas nécessaire de mettre une étiquette. Ce qu'on fait, c'est écouter le patient. Et qu'est-ce qu'on écoute? On écoute le sujet psychique. C'est pour ça que on n'écoute pas le névrosé. On n'écoute pas son symptôme. On écoute le psychisme. On écoute comment le sujet utilise le langage, comment il est positionné dans le langage. Et qu'est-ce qui fait obstacle à ce qui ne lui permet pas de parler avec plus de liberté? L'analyse permet, entre autres, de se dire et de se dédire et de se redire. C'est-à-dire de se découvrir. L'analyse, c'est une possibilité pour se découvrir. Donc le névrosé est conscient et maîtrise sa situation. Non, pas du tout. Pas du tout, mais disons que c'est pas... Ah, Fatia, vous faites référence à que la névrose... Oui, mais ça c'est après un certain temps de psychanalyse. D'accord, après un certain temps de psychanalyse, j'ai appris à faire face à ce qui me convient, c'est de ne pas me disputer avec mon chef. Ça, c'est ce qui me convient. Donc, si je ne peux pas éviter les disputes avec mon chef, ou les disputes avec mon mari, ou les disputes avec mes enfants, ou les disputes avec mon ami, ou les disputes... non. Donc, quand je ne peux pas les éviter, non, ça ne me convient pas, a priori. A priori, non, parce que des fois, il faut se disputer. Bah oui, des fois, c'est nécessaire de se disputer. D'accord? Et donc, c'est un apprentissage de savoir quand est-ce que, où doit se manifester la névrose. D'accord? C'est-à-dire où je peux venir voir mon psychanalyste et me disputer avec mon psychanalyste. Ça, c'est autorisé. C'est pas quelque chose d'interdit. Je peux venir prendre ma séance et venir râler. Ça, vous avez le droit. Par contre, à l'extérieur, ben non. C'est pas très bien vu. Non? Il y a des gens qui se disputent avec tout le monde. Dès qu'ils parlent à quelqu'un, ils se disputent avec tout le monde. Ben, c'est pas quelque chose qui convient pour la vie du sujet. Non? Ça, c'est pas moi qui le dis, pratiquement tous, non? Nous allons dire la même chose. Oui, tout à fait, c'est ce que je veux dire. Ok, d'accord, donc c'est-à-dire que c'est un apprentissage, de savoir faire la différence, d'accord, de montrer nos doutes à tout le monde, notre scepticisme, comme on appelle, je ne sais pas si je vais faire ci, je vais faire ça, attends, ça, pour réfléchir sur les décisions qu'on a à prendre dans notre vie, on a un espace pour réfléchir sur ces décisions. Pas que le psychanalyste il va nous dire comment on doit faire. Sinon, un espace où on va pouvoir parler librement.
On va pouvoir dire, j'ai envie de lui faire un croche-pied, celui-là il m'énerve. De pouvoir le dire, alors que dans la vie quotidienne, bah, il est préférable de ne pas dire ce genre de choses. Que voulez-vous, hein? Dans la vie quotidienne, il faut réussir à maintenir, hein, des relations. Pourquoi? Pour pouvoir fonctionner. Pour pouvoir fonctionner. Après, bon, ça dépend, non? On va dire les désirs de chaque personne. Donc Freud, il va dire que normalement la fin d'une analyse, bon ça c'est une des situations, non, on va voir que il y a beaucoup de manières de lire la fin d'une analyse. Le névrosé profite bien de la psychanalyse, mais pour les psychotiques, est-ce que la psychanalyse peut les aider malgré leur perte de contact avec la réalité? On a demandé à Freud vers la fin de sa vie comment on peut déterminer qu'une analyse est finie. Il leur a répondu quand on arrive à laisser être. Oui, mais ça après, bah, alors qu'est-ce que ça veut dire? Non? Laisser être. Être. Ça existe en allemand, être? Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, je sais pas. Donc, un psychotique ne perd pas contact avec la réalité 24 heures sur 24. D'accord? Ça, c'est important. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a la possibilité d'avoir une relation avec... d'établir une relation avec un psychotique. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas psychotique 24 heures sur 24. Donc, on disait que une des définitions, donc Freud, il a dit que, on peut dire aussi, quand on a la capacité d'aimer, de travailler, de substituer, ben, on peut considérer que on a utilisé la psychanalyse et qu'on en a assez, et puis, mais, au niveau théorique, pour continuer, puisque c'est ça qui va nous intéresser, quand on arrive, il dit que quand il a rappelé deux conditions. Non, premièrement, que le patient ne souffre plus de ses symptômes et qu'il ait dépassé son angoisse et ses inhibitions. Deuxièmement, donc ça c'est le premier point, non, c'est-à-dire qu'il ne souffre plus de ses symptômes, qu'il ait dépassé son angoisse et ses inhibitions. Ce serait le premier point. Et le deuxième point que l'analyste juge qui est devenu conscient, c'est-à-dire que ça c'est quelque chose de théoriquement que le psychanalyste va pouvoir dire, c'est-à-dire que tout le matériel qui était refoulé, on va dire Marie bonsoir, tout le matériel qui était refoulé, il a pu être mis à jour et devenu conscient. C'est-à-dire que, on va dire que d'une certaine façon, vous voyez que toutes les résistances en fait ont été mises à nu et qu'on ne craint plus une répétition des processus pathologiques. Et on peut dire aussi que, vous voyez que par exemple, quand un patient commence une analyse, on peut pratiquement rien lui dire. Dès qu'on lui dit quelque chose, ça le dérange. Non, on va dire, Mustapha, bonsoir. Dès qu'on lui dit quelque chose, ça le dérange, il n'aime pas. Non, il n'aime pas qu'on vienne perturber ses idées, il n'aime pas qu'on lui dise autre chose que ce que lui, il pense. Donc ça aussi, c'est un apprentissage. Et peut-être que quand on est capable d'écouter n'importe quelle phrase, que quelle que soit la phrase qu'on va me dire, ben je vais pouvoir faire face à cette phrase, ben ça, c'est aussi quelqu'un qui est psychanalysé. Ça ne veut pas dire une sorte de mise à jour de l'inconscient. Mais c'est pas l'inconscient, Marie-Thérèse. Bon, c'est l'inconscient, disons que c'est mettre des mots, parce que rappelez-vous que l'inconscient, ce n'est pas les mots, non, que les mots sont dans le préconscient. Donc on va dire d'avoir fait assez d'interprétation, c'est-à-dire de pouvoir se rendre compte de l'être humain que nous sommes. Parce que ce qui est difficile dans une psychanalyse, c'est qu'on a des idées sur soi-même qui ne correspondent pas à la réalité. Alors, ou on se pense pire que ce que l'on est, ou on se pense meilleur que ce que l'on est. Dans les deux cas, c'est faux. Parce qu'on n'est ni pire ni meilleur, sinon que à chaque fois, ça dépend des situations. Non, mais qu'en général, on est beaucoup moins bon que ce qu'on aimerait. Ça, c'est vrai. Non, et que, en général, ce qui nous motive, ce ne sont pas obligatoirement des bons sentiments, même si beaucoup se cachent, non, derrière des bons sentiments. Parce que la mise à jour de l'inconscient, c'est comme si l'inconscient était profond, quelque part profond, et qu'on va sortir, non, comme un puits, non, on va lever la porte du puits pour laisser passer l'inconscient. L'inconscient, c'est quelque chose qu'on va produire. On va produire en psychanalyse. C'est une production où petit à petit, on va interpréter les désirs
les désirs du sujet. Les désirs du sujet, et que en fait, comme l'inconscient ne se termine jamais, parce qu'il est nécessaire qu'il y ait toujours du matériel refoulé, non, parce que l'inconscient ne peut pas être mis à nu en disant le ça sera toujours inconscient. Donc c'est pour ça qu'il peut toujours y avoir des interprétations, que le sujet, non, si on dit qu'un psychanalyste a besoin de continuer à se psychanalyser toute sa vie, c'est parce qu'il y a toujours de l'inconscient. La production de l'inconscient doit se faire constamment. Pas régulièrement, on va dire, non, constamment, dans le sens où s'il travaille, c'est quelque chose, et c'est une production, l'inconscient. Parce qu'on va interpréter le désir d'aujourd'hui, le désir de demain, le désir ensuite, donc les désirs qui se cachent, les désirs dont, si je n'ai pas de psychanalyste, je ne connais pas mes désirs. Je ne m'en rends pas compte, je ne le sais pas. Or, je sais que je désire aller voir un tel, ou aller au cinéma, ou faire ceci, ou faire cela, mais ça, c'est pas les désirs dont parle la psychanalyse. Hein? Les désirs dont parle la psychanalyse, c'est de pouvoir être, qu'on m'interprète un fantasme que j'ai, un fantasme inconscient, et c'est en parlant que tout d'un coup, il va y avoir la possibilité qu'on m'interprète mon fantasme inconscient. C'est quelque chose que je ne connais pas, par exemple, non, que c'est... Donc, et ça c'est quelque chose dont on ne va pas, c'est pas quelque chose qui va être achevé un jour, non, c'est quelque chose qui va être inachevé. La production, la possibilité d'un travail analytique, c'est quelque chose qui peut se faire toute sa vie. Mais bon, l'inconscient se constitue seulement pendant la petite enfance ou bien il s'étale sur toute la vie. Ben, il s'étale et en plus il se transforme. C'est pas quelque chose qui est fixe, non, l'appareil psychique, surtout quand on se psychanalyse, ou principalement quand on se psychanalyse, c'est là où il va y avoir une mobilisation des forces psychiques dans l'appareil grâce à la psychanalyse. Il y a une modification des forces psychiques, donc c'est ça qui va être intéressant, non, que la possibilité qu'on ne répète pas toujours la même chose, non, on ne répète pas toujours la même chose, on ne répète pas toujours la même chose, on ne répète pas toujours la même chose. On a la possibilité de trouver, on dit que la psychanalyse, c'est le travail analytique, c'est qui va nous permettre d'ouvrir des portes, d'ouvrir des possibilités, de découvrir que je peux faire des choses que je pensais que je ne pouvais pas faire. Non, et Della ou Delia, bonsoir, de pouvoir faire des choses que je pensais que je ne pouvais pas faire. Et on dit que la psychanalyse, elle ouvre des portes. Mais après, c'est la décision du sujet de passer la porte, de construire quelque chose, de construire un chemin une fois que la porte est ouverte. Parce qu'une fois qu'on m'ouvre la porte et qu'on me dit, tiens, t'as vu là, il y a un beau terrain, alors si tu veux y aller. Et donc, le sujet, il va voir la porte et puis, après là, c'est sa décision. Parce que le chemin, le travail qu'il faut faire pour se faire un chemin, parce que le chemin n'est pas fait. Chacune de nos vies, c'est un chemin à faire, le travail n'est... Non, le chemin n'est pas fait, qu'est-ce qui va se passer demain? Aucune idée. Donc c'est à faire. Donc on dit que la psychanalyse, c'est un instrument qui va nous permettre d'ouvrir des portes. Et au lieu d'utiliser la porte de la maladie, la porte de la production de symptômes, la production de mes inhibitions, la production de mes angoisses, ben je vais pouvoir ouvrir d'autres portes qui vont m'orienter d'autres choses de l'être humain qui sont aussi possibles. D'accord? C'est pour ça que la psychanalyse, c'est quelque chose qui va... Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais dire, parce que sinon je parlais de moi. Hein? Je parlais de moi, sinon c'est quelque chose qui va produire... Attendez, je vais regarder, parce qu'il y a le texte de Ménassin, je vais voir si j'arrive à traduire, là, comme ça, facilement. Attendez, voilà le bouquin, là. Le bouquin, s'il est là. Regardez ce qu'il dit. Ménassin, il parle beaucoup de, justement, des bienfaits... des bienfaits de la psychanalyse. Et il dit, ce qui me manque, ce n'est pas ce qui me manque. Ce qui me manque, c'est prendre soin de ce que j'ai. Je répète, ce qui me manque, ce n'est pas ce qui me manque. Ce qui me manque, c'est prendre soin de ce que j'ai.
La psychanalyse nourrit la créativité, la permet, moi je dirais plutôt non dans certains cas. Ouvrir sur l'inédit. Bravo Marie-Thérèse, celle-là je l'aime bien. Ouvrir sur l'inédit, exactement, quelque chose d'inédit dans la vie du sujet. Et qu'en plus, imaginez pas que... Non. Alors, une autre chose... Attendez. Il va dire continuer, ne jamais s'arrêter. Continuer avec lui, il parle de lui. Il dit continuer avec la poésie, la peinture, l'amour et d'autres petites choses. Vivre, vivre jusqu'à mourir. Et comme on ne meurt qu'une seule fois, et toujours dans le futur, vivre intensément, c'est alors le chemin à suivre pour une vieillesse heureuse. Le thérapeute ne peut pas suivre son patient tout au long de sa vie. Il l'aide à choisir son trajet dans la vie. Ce n'est pas une assistance permanente. Ce n'est pas une assistance. Ce n'est pas une assistance. Non, le patient, c'est lui qui doit faire sa vie. C'est lui qui doit faire sa vie. Il peut utiliser les services du psychanalyste, mais c'est pas une assistance. Alors attendez, je vais regarder. Mais bon, je crois que là, avec ce que j'ai déjà dit, c'est bien suffisant, non? C'est déjà pas mal. Bon. Bon, je reviendrai sur le livre. En plus, il vient de publier un nouveau livre là qui est très intéressant. Ah, qui est très intéressant, le nouveau livre aussi. C'est vrai, où est-ce qu'il est aussi celui-là? Attendez, je crois que je l'ai mis. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Il y a beaucoup de bouquins ici. Il y a beaucoup de bouquins, je ne sais pas où je l'ai mis. Bon. Bon, la prochaine fois, je viendrai avec de nouvelles phrases de Menassa qui viennent d'être publiées. On vient de publier un livre posthume et inédit. Bon, messieurs, dames, prendre soin du manque. Non, prendre soin de ce que j'ai. Non? Ce qui me manque, c'est de prendre soin de ce que j'ai, il dit. C'est très joli, prendre soin de ce que j'ai. Ben oui, parce que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont. Hein, qu'ils foutent tout en l'air parce que c'est pas exactement leur goût, Nathalie. Non? Par exemple, parce que ceci, parce que cela. Non? Il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de ce qu'ils ont ou qu'ils pensent que comme ils ont eu ça, non? Ben ils vont pouvoir avoir d'autres choses. Hein? Ben, je pense que c'est très important de se rendre compte des gens qui nous entourent, de la valeur des relations que nous avons, hein? de prendre soin de ces relations sociales. Ça veut dire, la psychanalyse dit, Paola, bonsoir, de la psychanalyse, elle dit que notre richesse, c'est la richesse de nos relations sociales, que nous sommes le résultat de nos relations sociales. Hein? Donc c'est pour ça que, bon alors attendez, moi j'ai pas beaucoup suivi mon... Alors, ce qu'il va dire, non, il dit, il y a un autre sens de fin d'analyse, beaucoup plus ambitieux. Il dit, comme si le patient était arrivé à un niveau de normalité psychique qui resterait stable. Comme si nous avions réussi à résoudre toutes les répressions, tous les refoulements du patient et remplir toutes les lacunes de sa mémoire. Donc, on va dire, est-ce que ceci peut arriver? Et bien sûr, Freud, il a répondu, non. Il n'y a pas de moi normal. C'est une fiction idéale. Après, pour parler de la normalité, parce qu'on peut parler en psychanalyse de la normalité, ou on peut se poser la question sur la normalité, et ça, mais ça c'est autre chose. Mais disons que ce qu'on peut penser, non, comme qu'il n'y ait plus de refoulement, que le mécanisme de refoulement ne va plus être utilisé, ça n'existe pas, non, le mécanisme de refoulement, bien évidemment, il continue à Fabienne, impossible de tout résoudre. Exactement, impossible de tout résoudre.
Et heureusement, parce que sinon, pourquoi continuer? Si j'ai tout résolu, pourquoi continuer? Quel livre conseillez-vous de Ménassa pour notre lecture? Christiane, comme maintenant, Christiane, les livres de Ménassa, vous les trouvez sur Internet, et la majorité sont en espagnol. Et il y en a quelques-uns en français, mais ceux qui sont en français, en général, ce sont des livres de poésie. Mais les livres de poésie en Ménassa sont très psychanalytiques. Donc c'est intéressant aussi parce qu'il y a, en fait, c'était un psychanalyste poète ou un poète psychanalyste selon qu'on veut regarder. Et donc, c'est même à partir de la poésie, c'est quelque chose qui va nous interpréter dans tous les cas, quoi. Enfin, Ménassa, il disait qu'il avait guéri plus de gens avec sa poésie qu'avec son cabinet de psychanalyste, dans le sens où il disait, j'ai eu plus de lecteurs de poésie que de patients dans ma consultation, dans ce sens-là. Donc, et que sa poésie, c'est une poésie qui ouvre les portes aussi, c'est une poésie qui ouvre les portes. Et donc, il y a quelques livres de Ménassa, traduits de Miguel Oscar Ménassa, que vous pouvez trouver sur Amazon. Je crois qu'il y en a certains formats aussi qui sont en digital ou quelque chose comme ça, donc que vous pouvez trouver. Et il faut faire le travail de la traduction d'un texte de psychanalyse de Ménassa, qui va qui sont très intéressants. Il a fait une lecture, lui, ce qu'il propose, c'est sa lecture des textes de Freud et de Lacan. Donc lui, il a un livre qui s'appelle, ici, c'est le numéro qui s'appelle Freud et Lacan parler numéro 5. Et donc, on vient de publier le numéro 7, donc il y a 7 tomes sur Freud et Lacan parler. Donc ce sont les cours de Ménassa tout au long de sa vie. Lacan disait qu'il fallait être poète. Ben voilà. Et Freud aussi, il disait que son poète lui manquait. Qu'il était malheureux de ne pas avoir réussi à écrire de la poésie. Enfin, malheureux. Que ce poète lui manquait. Donc c'est quelque chose qui fait partie de la vie. D'ailleurs, vous savez que le mercredi à 20h30, il y a un atelier de poésie pour découvrir des grands poètes et de pouvoir faire l'exercice de l'écriture. Ça, c'est quelque chose qui est important pour chacun d'entre nous. Quelque chose que je recommande et qui est une porte qui peut s'ouvrir pour certaines. Donc, on va lire. Ah, et pour terminer, on n'est pas poète assez, on n'est pas assez poète, oui, vous avez raison. Exactement, c'est parce qu'on n'a pas lu assez de poésie. On n'est pas assez poète parce qu'on n'a pas assez lu de poésie. Et pour terminer, je vais vous lire ce petit paragraphe de 2 lignes qui dit « La psychanalyse nous dit que l'envie est le sentiment le plus interdit. On dit souvent que nous sommes tous envieux, comme on dit que nous sommes tous mortels. Mais cela ne veut pas dire que l'envie ou la mortalité soient acceptées. » Donc vous voyez, c'est-à-dire que théoriquement, nous savons que nous sommes mortels. Théoriquement, on dit que tout le monde est jaloux, tout le monde est envieux. On va dire alors, tout le monde, comme ça on se cache derrière tout le monde. Mais après, il faut que chacun puisse se rendre compte aussi comment est en jeu l'envie dans sa vie, comment il va envier ce que certaines personnes ou certains actes autour de lui. On n'est pas... voilà notre prochain travail, traduire Ménassa. Exactement, Christiane. Quand vous voulez. Moi, j'ai déjà commencé. Mais il y a beaucoup de travail à faire. D'accord, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, vous voyez, ça, il y a beaucoup d'obstacles dans le travail analytique. C'est ça que va nous dire tout au long du texte Freud, c'est-à-dire qu'il y a de nombreux obstacles, de nombreuses difficultés au travers desquelles l'être humain... Pourquoi? Parce que comme il a déjà dit Freud, on nous a éduqués, on nous a envoyés tout nus au pôle Nord avec des cartes des lacs italiens. Et en plus, on nous fait croire qu'il y a des gens qui, dans les mêmes conditions, arrivent à être heureux. Alors, c'est pour ça que
il est nécessaire de faire une rééducation, une véritable éducation. C'est-à-dire qu'on nous lance dans la vie très peu préparés, avec beaucoup de fausses idées sur ce qu'est la vie, ce que sont les êtres humains. Bonsoir et bonne soirée à tous, Françoise. Après une fin d'analyse, les mécanismes inconscients et la structure psychique inconsciente du patient changent ou non? Ben, non, c'est pas avec la fin, c'est avec le travail analytique. On va dire que les mécanismes vont changer. Non, c'est avec le travail analytique. Bon. Voilà, messieurs, dames, vous savez que cette vidéo, vous pouvez la partager sur vos réseaux. La structure ne change pas, mais on vit mieux avec ce qu'il reste de nos symptômes. Mais il n'est pas obligé d'avoir des symptômes. On n'est pas obligé d'avoir des symptômes, ils sont plus nécessaires. Ils ne sont plus nécessaires et il y arrive un moment où les symptômes ne sont plus nécessaires. Bonne continuation à tous, merci de partager sur vos réseaux. Vous savez que dimanche, nous avons un cours très intéressant encore sur le fonctionnement de l'appareil psychique pour consolider nos connaissances, qui est très intéressant. Merci à vous Marlène. Et l'atelier de poésie pour ceux qui sont intéressés le mercredi à 20h30. Vous pourrez prendre contact. En général, je suis à disposition. Merci à vous Fabienne, bonne continuation et on continue donc la semaine prochaine avec un nouveau sujet. On verra. Allez, bonne continuation. Au revoir et bonne soirée. Marie-Laure, bonsoir. Hakim, bonsoir. Virginie, bonsoir. Nadine, bonsoir. À mardi prochain. Allez, bonne continuation. Au revoir. Siam.